En manchette aujourd'hui, une embauche fait controverse au CIUS et un incendie se déclare à l'UQAC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du mardi 9 février. Une nouvelle de dernière heure, un incendie a forcé l'évacuation du pavillon principal de l'UQAC cet après-midi. Le feu, qui a pris naissance au 3e étage de l'établissement vers 14h30, a rapidement été maîtrisé. Les étudiants et le personnel ont donc pu réintégrer leurs locaux une demi-heure plus tard. Par ailleurs, au palais de justice, Mathieu Gagnon, accusé de leurre informatique et de sollicitation de services sexuels, sera de retour demain au palais de justice de Chicoutimi. L'Almatois, qui devait revenir en cours aujourd'hui, annoncera s'il plaide coupable ou non à ces accusations. Gabriel Bouchard, l'homme brillait par son absence ce matin. En effet, Raphaël, Mathieu Gagnon n'était pas présent devant le juge Guimont ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Son avocate, maître Marie-Ève Saint-Cyr, a affirmé que son client devrait être présent demain. Et c'est ce qui explique pourquoi on a décidé de reporter sa cause de façon aussi précipitée. Notons que Mathieu Gagnon avait été arrêté en novembre dernier pour leurre informatique et sollicitation de services sexuels. Il avait contacté plutôt des services de garde pour offrir ses services avant de leur proposer des services sexuels. C'est dans le cadre d'une vaste enquête du service de police de la ville de Saguenay que l'homme de 32 ans a finalement été arrêté. Il a été remis en liberté suite à son arrestation, mais sous certaines conditions, notamment ne pas toucher à un ordinateur et aussi qu'il devait résider chez sa mère du côté de Shawinigan. Bon, hormis le cas de M. Gagnon, ce n'était pas la seule cause qui était à surveiller ce matin. En effet, Raphaël, le cas aussi de l'ex-médecin, maintenant à la retraite, Laval Claveau, qui a vu sa comparution être reportée pour le 10 mai prochain. L'homme de 66 ans avait été accusé de 3 chefs pour agression sexuelle auprès de certaines patientes. Celui qui pratiquait à la clinique médicale Rivière-du-Moulin n'était pas présent ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Une plainte au Collège des médecins a d'ailleurs été formulée par les 3 victimes. L'enquête sur le cas de M. Claveau devrait être étudiée au cours des prochaines semaines par le Collège des médecins, mais d'ici là, aucune date n'a été annoncée. D'autre part, Jonathan Ouellette et Alex Bergeron, 2 hommes qui avaient été accusés de séquestration, d'enlèvement et d'agression sexuelle, ont vu leur date de procès être mis à l'agenda pour le 1er mars. Ça laisse le temps à M. Ouellette, qui était présent ce matin au palais de justice, de se trouver un avocat, lui qui n'a pas trouvé d'avocat depuis son arrestation en août dernier. Quant à Alex Bergeron, il n'était pas du côté du palais de justice ce matin, lui qui est toujours détenu en attente de la prochaine séance pour le procès. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous en prie, Raphaël. Le Canada a modifié sa stratégie dans la lutte face à l'État islamique. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la fin des bombardements, mais une augmentation du nombre de troupes au sol. Les 6 chasseurs CF-18 mettront fin à leurs frappes aériennes en Irak et en Syrie d'ici 2 semaines. Cependant, le nombre de militaires canadiens déployés passera de 650 à 830. Le nouveau Parti démocratique s'est réjoui du retrait des avions de chasse de cette région. Une douzaine d'employés de Métaux GBL ont piqueté aujourd'hui devant l'usine de Dolbeau-Mistassini après avoir été précipités en lock-out. Une rencontre entre les employés de l'usine a eu lieu hier soir pour préparer ce piquetage qui risque de s'étaler sur plus d'1 semaine. Métaux GBL est une usine spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de structures d'acier. L'Université du Québec à Chicoutimi a annoncé qu'il n'y aura pas de hausse de frais de scolarité pour les étudiants internationaux, contrairement à ce qu'avait suggéré le gouvernement Couillard. La nouvelle a été bien accueillie par les étudiants et le mouvement des associations générales étudiantes de l'UQAC. Laure Gagnon-Tremblay, qu'en pensent les représentants étudiants? Tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que les universités feront face à de nouvelles compressions budgétaires cette année. Donc, pour alléger le poids de ces nouvelles coupes, le gouvernement Couillard a proposé aux universités d'augmenter de 25 % les frais d'augmenter de 25 % les frais de scolarité des étudiants internationaux. Donc, le recteur de l'UQAC, Martin Gauthier, a refusé cette proposition parce que 900 étudiants internationaux sont présentement à l'UQAC et ce serait un chiffre qui serait fortement touché par ces nouveaux frais.
Donc, le MAJ UQAC, le Mouvement des associations générales étudiantes, se réjouit de l'annonce du recteur. Je vous laisse entendre le vice-président aux affaires institutionnelles, Carl Parent. Puis on sait également qu'il y a des petits programmes, par exemple en MGP, où est-ce que les classes de presque 80% d'étudiants internationaux, 20% d'étudiants plus d'ici. Donc, c'est des programmes qui pourraient être voués à mourir à petit feu si on augmente la facture des étudiants internationaux. Il ajoute également que l'UQAC est une université avec une des plus grandes proportions d'étudiants internationaux comparée aux étudiants du Québec. Et dites-moi alors, quelles sont les conséquences de cette décision sur l'UQAC en tant que telle? Eh bien, il est évident que l'université va devoir faire face aux compressions. Toutefois, on ne sait toujours pas par quels moyens ils vont décider de combler le manque d'argent. Et quel est le point de vue du MAJ UQAC sur cette question? En fait, selon le MAJ UQAC, le gouvernement devrait changer sa façon de faire pour s'adresser aux universités. Donc, il devrait favoriser une approche qui privilégie la discussion et les compromis. Donc, je vous laisse encore une fois écouter Carl Parent. Ce qui s'est passé par les autres années, souvent les coupes, ça faisait imposer d'Allemagne. Il n'y avait pas vraiment de consultation. Le gouvernement, de ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il a comme imposé la décision au recteur de « vous pouvez réduire la facture », mais c'est peut-être pas ce qu'eux voulaient. Selon M. Parent, les coupes se font déjà ressentir à l'université, notamment par la perte de l'infirmière et également par les classes qui sont de plus en plus surchargées. Donc, il espère un changement de cap de la part du gouvernement du Québec qui devrait, selon lui, écouter de plus en plus la population. Merci beaucoup, Laure. Ça m'a fait plaisir. Une nouvelle application fait son entrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle pourrait bien faire des heureux dans les urgences. L'application Doctor permettra de connaître le taux d'occupation sur les civières dans les urgences des hôpitaux de la région. Cependant, elle est beaucoup plus utile pour les employés des hôpitaux. On écoute Marc-Antoine Tremblay. Pour monsieur et madame tout le monde, ça n'apporte pas grand-chose. Si le monde veut avoir un petit peu plus d'informations sur les heures d'ouverture, les cliniques, les CLSC, les urgences, pour avoir accès, ils peuvent aller faire un tour sur le santé-saguenay-lac.com dans la section répertoire des ressources. Lancé il y a quelques mois par 4 Montréalais, ces données proviennent du ministère de la Santé, bien que l'application n'ait pas été créée par ce dernier. Un rafraîchissement de l'application aura lieu à chaque heure, mais ne précisera pas l'attente avant de voir un médecin. Une entrepreneure de l'Abbé a lancé une invention pour le moins inusitée ce mois-ci, un chauffe-fesses. Il s'agit d'un petit vêtement qui se porte dans la poche arrière du pantalon. Selon la conceptrice Cathy Morin, le morceau vise à réchauffer les amateurs de sports d'hiver. Le Dolmissois Vincent Lachance était de passage à Saguenay afin de livrer des conférences à la Jeune Chambre de commerce ainsi qu'aux étudiants de la relève entrepreneuriale. Le fondateur de Montréal Frais, âgé de 19 ans, souhaite faire valoir le domaine de l'entrepreneuriat. Ma collègue Coralie Boisvert-Doyon s'est entretenue avec lui plus tôt aujourd'hui. Tout d'abord, merci beaucoup Vincent d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que je peux savoir c'est quoi exactement Montréal Frais? Montréal Frais, c'est un service de livraison d'épicerie fine à Montréal. En quelques mots, on travaille avec les meilleurs commerçants locaux, donc des boulangeries, pâtisseries, fromageries, et on permet aux gens de se faire livrer le jour même ces produits-là. Donc, c'est un ordre qu'on peut commander jusqu'à 25, pour des produits de 25 commerçants locaux et se faire livrer. Puis, ça t'est venu où c'est où l'idée? Comment t'es venue l'idée de mettre sur pied cette entreprise-là? Je suis d'un cours de maths et il est un peu plate, donc moi et un ami, on a commencé à brainstormer sur un coup de tête. Et bref, de fil en aiguille, l'idée a évolué. Là. Puis, c'est comment ton passage à l'Œil du Dragon a pu t'aider à propulser ta carrière? En fait, j'avais 2 défis quand j'ai eu mon idée. Je manquais d'expertise et je manquais d'argent. Donc, j'avais pris une marge de crédit de 3 000 $, mais j'étais peu étudiant. Peu importe, pour faire une histoire courte, j'avais besoin d'argent. Donc, assurément, dans l'Œil du Dragon, l'investissement d'Alexandre a beaucoup aidé justement à mettre sur pied l'entreprise. Et au niveau de l'expertise, je me suis arrangé de différentes manières. Là. Donc, c'est davantage au niveau d'expertise d'Alexandre de bâtir une entreprise, mais davantage aussi au niveau des ressources. Là. Puis justement, en parlant d'Alexandre, est-ce que vous avez développé une bonne relation, vous deux, dans ce projet-là? C'est certain que quand tu côtoies quelqu'un, surtout un investisseur, oui, tu apprends à bâtir une relation, puis je pense que c'est un peu la beauté de la chose. Qu'est-ce que tu apprends? C'est qu'un investisseur, c'est aussi justement une relation que tu dois avoir et une relation qui doit être solide. Je pense que c'est important que l'entrepreneur et l'investisseur aient un fit au niveau de la vision, et je pense que c'était le cas. Puis, est-ce que vous travaillez encore ensemble à l'heure actuelle? Oui. Puis,
Comment comptez-vous partager votre passion pour l'entrepreneuriat avec les jeunes? Parce que là, vous êtes en conférence au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 2 jours. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu sens? Je trouve qu'il y a un défi présentement dans la société. On ne valorise pas tellement les gens qui suivent vraiment leur passion en quelque sorte. Et le message que j'essaie de véhiculer, c'est que quand tu suis tes passions, ben, tu aimes ça. Et quand tu aimes ça, tu vas mettre davantage d'efforts. Quand tu mets des efforts, tu t'améliores. Et quand tu t'améliores, tu aimes encore plus ça. Donc, c'est un peu un cycle qui se crée. Et je pense qu'à terme, tout le monde qui suit un peu ce concept-là va devenir de meilleur en meilleur. Et un jour ou l'autre, quelqu'un va vouloir avoir cette expertise-là, soit dans son organisation, soit en tant qu'entrepreneur. Puis, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel c'est difficile de percer? Je pense que tout domaine est difficile. Je pense qu'en là, c'est juste une question de qui tu es et c'est quoi tes forces. J'avais souvent beaucoup les gens à découvrir qui sont, c'est quoi leurs limites justement au stress, aux limites au risque. Donc, je pense que quand tu apprends à te connaître, tu te rends compte qu'il y a des voies qui sont plus favorables pour toi versus d'autres qui sont peut-être moins. Je pense que j'ai des gènes d'entrepreneur jusqu'à un certain point qui m'avantagent dans ce secteur-là. Par contre, c'est clair que je serais très poche d'une panoplie d'autres choses. Donc, l'important, je pense, c'est de découvrir dans quoi qu'on est bon, dans quoi qu'on est passionné, et ensuite de voir de quelle manière on peut monétiser ces 2 éléments-là. Là, récemment, il y a eu un palmarès des 20 entrepreneurs en bas de 20 ans qui ont réussi à percer, puis tu figures dans ce palmarès-là. Ça fait quoi d'être classé dans... C'est quand même un gros palmarès, c'est quand même quelque chose de bien. Je pense que ce qui est le plus plaisant, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer les 19 autres personnes qui ont été sélectionnées partout à travers le Canada. J'étais le seul francophone, donc c'était quand même une drôle d'expérience d'arriver à Toronto et de pouvoir voir tous ces anglophones-là. C'est super correct, j'ai un grand respect pour ces personnes-là, mais je pense que ça démontre encore plus le besoin de promouvoir l'entrepreneuriat. Il faut vraiment augmenter le nombre de jeunes qui voient cette option-là comme une option viable. Puis est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ton âge a constitué un obstacle pour percer dans le domaine, finalement? Écoute, j'avais 2 stratégies pour combler ce défi-là. Un, c'est de faire pousser une barbe, et la deuxième étant d'avoir une chemise. Donc, je ne sais pas mon âge, et ça a quand même fonctionné jusqu'à preuve du contraire. Là. Puis sinon, est-ce que tu as connu d'autres embûches dans ton parcours? Ah, je pense que les embûches, c'est ce qu'on voit le plus. Là. Je pense que c'est un peu le défi de l'entrepreneur, c'est de... Je dis souvent que tu es payé à trouver des solutions. Là. Donc, c'est un peu le principe. J'ai acheté un camion Grumman, un camion de laitier. Il a été construit dans les années 89, je suis en 96. Finalement, c'était un échec total. On a perdu quand même plusieurs milliers de dollars dans cette aventure. J'ai fait une conférence à Montréal devant 300 personnes. Chaque personne avait payé 250 $ le billet. C'était un flop total. Je n'avais pas préparé assez bien ma conférence. Fait que je pense que c'est vraiment à travers ces expériences-là que tu apprends. Puis ça revient un peu à valoriser l'échec et les défis justement que tu ne surmontes pas. Fait que je pense que c'est important d'apprendre de ces expériences-là. Par contre, si tu refais 2 fois la même erreur, je pense que tu es un con. Là, mais si tu réussis à vraiment apprendre et grandir en tant que personne à travers ces épreuves-là, je pense que c'est un peu le concept de la vie. Là. Puis là, présentement, ton commerce est à Montréal, ton entreprise. Est-ce que tu comptes établir d'autres, agrandir ça, élargir les frontières de l'entreprise, par exemple, au Saguenay, d'où tu viens, ou encore juste à l'extérieur des frontières de Montréal? Présentement, on se concentre à bien consolider Montréal. Par la suite, toutes les options sont dans l'air. Puis, est-ce que tu as des projets futurs? Ah, c'est clair, j'ai beaucoup d'ambition. Je pense que la vie est jeune, donc on va s'amuser au travers des prochaines dizaines d'années, je l'espère, à faire... changer le monde. Bien, merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. La ministre des Aînés et responsable de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, a versé une subvention de 100 000 $ aux résidences privées pour mieux répondre aux plaintes des personnes âgées. Ce projet permettra de soutenir et d'accompagner les aînés ainsi que leurs familles qui se sentent éloignées de leurs droits en ce qui concerne leurs services sociaux et la régie du logement. Par ailleurs, le conseiller des communications du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, Marc-Antoine Tremblay, dément l'information véhiculée dans les médias par rapport à l'embauche d'un nouvel ORL au Saguenay. L'embauche avait créé une controverse largement alimentée par les autres spécialistes en otorhinolaryngologie. Sarah Penneau, quelles étaient ces informations? Eh bien, selon un article de TVA Nouvelles, dans une lettre adressée à la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le responsable du département des ORL, Michel Harvey, a déploré le fait que plusieurs ORL n'étaient pas vraiment au courant du dossier de l'embauche d'un nouveau spécialiste. Je vous laisse entendre la réponse du conseiller en communication du CIUS, Marc-Antoine Tremblay. On a rencontré, le CMDP a rencontré le département d'ORL pour avoir le commentaire, avoir leur avis concernant l'embauche ou du Dr Tremblay ou du Dr Bergeron. D'ailleurs, M. Tremblay a précisé qu'en région, il y avait seulement 3 ORL et non pas 6, comme certains médias l'avaient véhiculé.
Et parmi ces ORL, pourquoi a-t-on privilégié justement ce candidat? En fait, il y avait 2 candidats qui ont été présentés, soit Dr Tremblay et Dr Bergeron. Et c'est vraiment Dr Tremblay qui a été choisi. La direction est allée chercher plusieurs références de ses anciens employeurs, d'université également, mais c'est vraiment son expérience et sa disponibilité qui a fait en sorte qu'il a retenu l'attention de la direction. Encore une fois, je vous laisse écouter Marc-Antoine Tremblay du CIUS. Cette année, on est très chanceux d'avoir 2 candidats qui voulaient venir travailler dans la région. Alors, nous avons procédé au processus standard pour le recrutement médical. Et quelle a été la réaction des autres ORL de la région? Ils ont réagi de façon relativement négative. Par exemple, le Dr Moisescu dénonce l'âge avancé du Dr Tremblay. En fait, il dit qu'il va lui rester à peu près une dizaine d'années pour pratiquer son métier et qu'engager quelqu'un de plus jeune aurait été meilleur pour la relève. Quelqu'un de plus jeune, par exemple, Dr Bergeron. Par contre, Dr Bergeron, il lui reste encore 1 an et demi à 2 ans avant de terminer ses études. Et donc, avec le besoin pressant qu'il y avait dans la région, eh bien, ils ont priorisé l'embauche du Dr Tremblay. D'ailleurs, cette embauche va être confirmée lors de la prochaine assemblée du conseil d'administration. Et en terminant, Sarah, quand se tiendra l'assemblée exactement? Elle se tiendra le 17 février prochain. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillera ce soir MG3, un trio de guitaristes montréalais reconnus à l'international. C'est sous la direction du chef Jacques Clément que la formation se produira à 19h30 au Théâtre Banque Nationale. Qu'y a-t-il après la mort? Jusqu'à demain, les artistes en résidence, Sarah Letourneau et Magali Baribeau-Marchand, exposent à la galerie L'œuvre de l'autre de l'UQAC et tentent d'y répondre. À travers des objets délaissés, précieux, obsolètes ou résiduels, elle présente l'exposition Nature morte, où des jardins naturels et artificiels se côtoient. Elles ont notamment parcouru les cimetières afin d'amasser des fleurs de tissus laissés par les proches des défunts afin de leur offrir un dernier hommage. Anne-André Dano les a rencontrés en début d'après-midi. Sarah Letourneau, bonjour. Bonjour. Magali Baribeau-Marchand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes en ce moment, en fait, vous venez de terminer votre résidence pour une exposition qui touche l'après-mort, l'inanimé. Comment tout ça est arrivé là, dans votre imaginaire? Ben, c'est une collègue de Magali, dans le fond, qui avait vu des fleurs de tissu, des fausses fleurs, dans le fond, jetées près d'un cimetière. Il y avait un petit tas qu'elle avait vu. Puis elle avait dit ça à Magali, puisque Magali a déjà travaillé un peu l'esthétique de la mort ouais. à travers mes œuvres. Puis là, nous, on a eu envie de... Parce qu'on avait eu l'invitation de proposer un projet pour la galerie. Puis on a eu envie d'exploiter ce matériau-là qu'on trouvait super poétique, quand même chargé d'émotions, de sens, de toute la trace des gens qui ont passé. Puis ces fleurs-là qui partent au vent, qui finissent leur vie utile, qui remeurent à quelque part. Fait qu'on a fait toute la tournée d'une quinzaine de cimetières dans toute la région. Puis on a ramassé finalement un assez gros tas de fleurs. T'sais, jamais sur les tombes, c'était fait avec beaucoup de respect. Mais puis avec ça, on a décidé de faire une courte pointe. Dans le fond, on défaisait toutes les fleurs, parce que c'est du tissu. Puis on enlevait les petits bouts de plastique, on coupait ça en petits carrés, puis après ça, on passait ça dans la machine à coudre, puis on cousait. Fait que c'est un autre travail de temps, de passage du temps, dans le fond, de voir que, parce que tout le monde voit ça, puis ils disent oh, ça a dû prendre du temps. Puis, c'est dans l'idée un peu de l'hommage, mais aussi de retrouver une technique de savoir-faire qui est la courte pointe, puis de vraiment s'investir avec notre présence avec cette œuvre-là. Et justement, ça prend combien de temps faire du début à la fin? Tout ça, là, ça doit être beaucoup de temps, l'exposition? Oui, bien, on n'a pas tout fait durant notre période de résidence. On a fait beaucoup de pièces avant parce qu'on voulait vraiment, pendant la période de résidence, se concentrer sur la création de la courte pointe, que les gens arrivent puis que ça commence. Puis... Fait qu'on a commencé à travailler à la fin de l'été. Après ça, tout l'automne a été réservé à la cueillette de fleurs dans les cimetières. Puis après ça, on a été en galerie, puis on a créé, puis on a fait plusieurs pièces avant aussi, aux ateliers Toutou. Parallèlement à la cueillette de fleurs, on a fait toute une autre cueillette d'objets aussi dans les marchés aux puces, même dans nos collections personnelles, pour trouver des objets un peu vétustes, délaissés, même parfois débris. Donc on a décidé de travailler l'hommage à l'objet, puis au cycle, puis au temps avec cette collection-là. Il y a beaucoup l'idée de la collection dans plusieurs des œuvres qui sont présentées à la galerie.
Et quelqu'un qui se rend sur place, à quoi peut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Bien, contrairement à notre sujet, c'est quand même une exposition qui est pleine de joie et d'émerveillement parce qu'on a plein de petites pièces qui sont le fun, qui nécessitent aussi un apport du spectateur, que les gens sont invités à craquer un petit table qui se met à tourner, qui s'entoure de fil. Après ça... Des décors miniatures. Oui, oui, c'est ça. Des petits bonhommes qui rentrent dans un espace qui est fait avec comme les tiges des fleurs qu'on défaisait. On a voulu ça un peu printanier. Puis aussi, il y a toute l'idée du vivant qui pousse à travers plusieurs pièces de l'expo. Oui, on abordait la mort, mais aussi le vivant. Puis un peu le croisement qui s'effectue entre les deux. Puis aussi un peu notre implication, notre désir de faire naître la vie, puis aussi que la mort arrive de nos plantes à la fin de l'expo. Fait qu'il y a toute l'idée du passage de la vie à la mort, mais aussi le passage du spectateur qui vient au début, qui vient au milieu, à la fin, puis qui voit l'évolution des pièces. Et ça a été tout un travail de faire le mixte entre le vivant et l'artificiel. Vous avez dû faire usage de votre pouce vert parce qu'il y a des plantes vivantes, comme vous le dites. Est-ce que vous avez eu des obstacles? Parce que c'est à l'intérieur, là, ça peut être plus difficile de faire pousser des plantes. Oui. Bien, on a des lampes de culture qui sont parfois intégrées dans la pièce, mais sinon, comme le soir, on a donné du travail à Nathalie, qui est comme... c'est elle qui est comme la directrice de la galerie. Puis, mais à la base, Sarah a quand même une bonne connaissance horticole. Fait que ça nous a permis de nous organiser, là, puis de faire des petites prévisions, mais aussi de l'imprévu qu'on a fonctionné avec ce qui n'a pas marché. On a fait avec l'imprévu. Mais quand même, tout est assez bien. Les trucs poussent, puis tu sais, comme on a des petits bulbes de fleurs, dans le fond, qui poussent dans une petite boîte avec une petite porte avec la vitre en verre. Dans le fond, plus ça pousse la porte. C'est comme la vie qui sort du dispositif. Puis, aussi le champ de blé dans le pupitre, qu'on n'avait pas prévu qu'il allait falloir le couper à chaque 2 jours. C'est d'entretien, On laisse ça comme ça, on laisse aller, vous avez vraiment mis de l'entretien. Beaucoup de soins, oui. Est-ce que vous travaillez toujours en duo? Vous avez vos propres projets? C'est la première fois. Première fois que vous faites un duo? Durant nos études au bac à Chicoutimi, on avait fait plusieurs projets ensemble, mais là, ça a été vraiment plus un projet d'envergure. Puis ça s'est vraiment bien passé. Puis je pense que nos 2 univers ont vraiment bien connecté. Oui. Puis c'est quelque chose qu'on va sûrement essayer de continuer aussi là. On est contente du résultat. Puis c'est ça, on se répond dans nos affaires. On n'était pas toujours d'accord, mais tu sais, quand notre terrain d'entente se rencontre, ben là... Puis à travers ça, on s'est beaucoup émerveillés. Puis on a cultivé notre collaboration. Puis, en terminant, les prochains projets, qu'est-ce qui s'en vient? Ben moi, en solo, j'ai une résidence dans un centre d'artistes à Borough, à Montréal. Je fais de la chanson aussi. Puis, c'est ça, toi, tu as des projets aussi? Oui, bien en fait, on veut faire des appels de dossiers pour poursuivre notre expo. Puis moi, parallèlement à ça, bien, je fais un travail d'édition pour le fanzine La Pélièvre, qui permet à plusieurs personnes de collaborer ensemble autour du dessin. Donc moi, je suis éditrice, mais je suis aussi dessinatrice, puis je fais la reliure à la main. C'est un peu un projet d'auto-édition, finalement, là, qui est entièrement fait à la main. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. On rappelle que votre exposition est là jusqu'à demain à la Galerie L'Œuvre de l'Autre à l'UQAC. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Le club de patinage de vitesse d'Alma, les Satellites, a reçu une bourse de 1 000 $ par le programme Relais des médaillés d'Intact Assurance. Pour chaque médaille remportée par un patineur de l'équipe canadienne, une bourse est envoyée à un club de patinage de vitesse local. Alma en a bénéficié grâce aux 6 médailles gagnées par des patineurs canadiens, dont Charles Hamelin et Marianne Saint-Gelais lors de la Coupe du monde sur courte piste en Allemagne le week-end dernier. Après 20 ans sans championnat de saison, les élites de Jonquière s'approchent maintenant d'un titre. Une saison magique les a conduits au premier rang du classement général, position qu'ils occupent depuis septembre dernier. À la veille d'un match très important face au Blizzard du séminaire Saint-François, mon collègue Jasmin Leroux est allé discuter avec l'entraîneur-chef des élites, Steve Thériault. Jasmin,
Est-ce que les élites seraient champions avec une victoire demain soir? Ben, écoute, Raphaël, la situation qui est un peu plus complexe qu'elle ne peut y paraître, il faudrait tout d'abord, évidemment, une victoire des élites demain soir. Ça, c'est ce qu'on va souhaiter pour eux, évidemment. Toutefois, s'ils l'emportaient, ils devront miser sur une défaite de leurs concurrents, les Gaulois d'Antoine Giroir, qui vont jouer au même moment ailleurs au Québec. Ça va faire une soirée intéressante à surveiller demain soir. On va devoir, bon, évidemment, souhaiter la victoire des élites, mais voir également les résultats ailleurs. Et si les résultats sont favorables, c'est-à-dire une victoire des élites et une défaite de leurs concurrents, ben demain, on célébrerait un premier championnat de saison depuis 1996. Toutefois, dans le cas des élites, ben, on ne veut pas se mettre trop de pression à ce sujet. Et ben, justement là-dessus, je vous laisse entendre l'entraîneur-chef Steve Thériault. Je veux pas que ça devienne comme quelque chose de lourd, quelque chose, tu sais, pas que ça devienne quelque chose qu'on court après pour, des fois, dans ce temps-là, on vient plus stressé dans les moments, puis tout ça. Oui, on en est conscient, mais je pense que ça va se faire tout seul. Bon, même si les élites sont au premier rang, j'imagine qu'il y a encore des points qu'ils veulent améliorer. Ben, tout à fait, Raphaël. Tu le sais bien, le dicton le dit, rien n'est jamais parfait. Et malgré une superbe saison, les élites qui ont encore parfois quelque chose à travailler. On a eu des séquences pendant la saison de 12 victoires d'affilée, aucune défaite pendant plus d'un mois. Et là, ben, tu vois, le week-end dernier, 2 défaites d'affilée face à des équipes de bas de classement. Si on l'avait emporté ce week-end, on n'en serait pas dans la situation qu'on vit présentement et on aurait déjà le championnat de la saison. Donc, les élites, je pense qu'ils, d'ici à la fin de la saison, veulent travailler un peu sur leur constance et Steve Thériault, justement, m'en a parlé un petit peu plus tôt. Des fois, on sort des matchs selon vraiment l'identité des élites, des fois non. C'est plus là d'aller chercher une confiance au niveau là, de notre constance dans notre façon de jouer. Puis c'est là-dessus qu'on veut travailler là, dans les 4 prochains. Finalement, Jasmin, vous avez eu le droit à une belle analogie de la part de l'entraîneur pour parler du départ du gardien numéro 1, du gardien Olivier Rodrigue. Oui, tout à fait. Olivier Rodrigue, on a appris la nouvelle il y a environ un mois, quitte dans les prochains jours pour l'Île-à-Mer en Norvège, où il va disputer les Jeux olympiques de la jeunesse. Une belle récompense pour le gardien de 15 ans, qui est un des 3 seuls Québécois à avoir été sélectionné sur l'équipe canadienne. Et là, ben, tu vois, Olivier Rodrigue qui a déjà quitté l'équipe et qui ne sera de retour que pour les séries éliminatoires dans un peu plus de 3 semaines. Et Steve Thériault, aujourd'hui, qui a comparé la situation de son gardien avec la situation qu'un gardien bien connu au Québec a connue il y a quelques années. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. C'est un peu à l'instar de Carey Price quand il est allé aux Jeux olympiques. Il était revenu, il avait comme changé un peu. C'est encore meilleur qu'il était avant de partir. En espérant que ça va faire ça aussi là, au niveau mental par rapport pour Olivier. Donc, on verra bien, Raphaël, qu'est-ce qu'il en sera pour Olivier Rodrigue dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, les élites vont jouer leur prochain match, comme on en parlait un petit peu plus tôt, demain soir, 19h, au Foyer des loisirs, face au Blizzard du Séminaire Saint-François. Merci beaucoup, Jasmin. C'est un plaisir, Raphaël. Le Canadien de Montréal reçoit le Lightning de Tampa Bay ce soir au Centre Bell. Les hommes de Michel Therrien tenteront de mettre la main sur une 3e victoire en autant de matchs pour la première fois depuis novembre. Et à la météo, Roxane Ocampo, on prévoit du temps couvert pour les prochaines heures. En effet, Raphaël, vous l'aurez tous remarqué, nous avons droit à une journée plutôt nuageuse. Le thermomètre affiche moins 9 degrés Celsius et devrait chuter à moins 12 au courant de la nuit. Ça devrait d'ailleurs se maintenir jusqu'en matinée demain. Pour ce qui est de la neige, elle est plutôt intermittente. Nous attendons une accumulation qui ne devrait pas excéder les 2 cm. Oui, il y a de la grisaille, mais il ne faut pas se plaindre trop vite des températures qu'on connaît actuellement puisqu'une vague de froid nous attend. À compter de jeudi, elle sera en provenance de l'Arctique. Du côté du lac Saint-Jean maintenant, c'est également nuageux. Le mercure se situe à moins 10 degrés. On y perdra aussi quelques degrés au courant de la nuit pour atteindre moins 13 demain matin. Il faut dire que c'est toute la province qui connaît de la grisaille, mais profitons-en avant que la température ne tombe bien en dessous de la normale. Merci beaucoup, Roxane. C'est ce qui met un terme à ce web journal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au revoir.